Bonjour Lucie, Bonjour Mickaël. merci de nous accueillir. On est dans un tiers-lieu qui est particulier pour le réseau des petits débrouillards, parce qu'il est intégré d'une certaine façon. Enfin, tu vas nous en dire un petit peu plus. Tu es également chercheuse et consultante à la fabrique de l'innovation des territoires. J'étais, ouais, c'est ça, puisque la fabrique des territoires innovants en fait n'existe plus, a fermé des suites du Covid en mois de juin. Mais néanmoins, je suis toujours chercheuse consultante. Et on va revenir aussi tout à l'heure sur la thèse que tu as réalisée. Ouais. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer en tant que présidente de la région Grand Est du réseau des petits débrouillards dans le territoire ce qui s'y passe au sein du réseau, et puis après plus particulièrement la piscine, ce tiers-lieu, comment il fonctionne exactement. Oui, bien sûr. Donc, comme tu le disais, donc en fait, ça c'est ma partie professionnelle. Et puis voilà, sur le plan citoyen, les soirs et les week-ends, je suis bénévole aux Petits Débrouillards. Voilà. Donc, les Petits Débrouillards Grand Est, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Et donc c'est quart nord-est de la France. En fait, on s'appelait Grand Est avant la réforme territoriale. Donc en fait, ça fait Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et donc sur ce quart nord-est de la France, on a 14 antennes d'activité qui sont généralement situés dans des agglomérations et qui sont en fait des lieux de stockage de nos matériels, mais également de formation pour nos animateurs. Historiquement, les Petits Débrouillards, c'est un mouvement qui intervient dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi dans les zones rurales. En fait, concrètement, on intervient là où il n'y a pas d'activité scientifique. Et donc, nos locaux sont toujours utilisés en fait comme base arrière, et depuis ces antennes, en fait, on circule en fait, dans tout le Grand Est, quoi. On couvre ça. Et puis, donc, il y a 5-6 ans, c'est vrai qu'on voyait un petit peu les besoins pour notre réseau un petit peu évoluer, et surtout avoir un besoin de locaux un peu plus important pour avoir... plutôt pour nos membres, en fait, initialement, un lieu pour se retrouver, pour avoir une vie associative un petit peu plus construite. Et c'est comme ça, en fait, que voilà, qu'on a construit peu à peu, en fait, le besoin de tiers-lieu. En fait. Et on l'a construit aussi en voyant ce qui se passait au Grand Voisin, donc à Paris, dans le 14e arrondissement. Ce lieu qui a fermé l'année dernière, et en étant très inspirée en fait par ce qui se passait au Grand Voisin. Moi j'étais au Petit Débrouillard depuis Grand Est depuis quelques années, et en fait on a fait la COP 21 là-bas, et du coup nos animateurs dormaient en fait sur le site, préparaient leurs actions dans Paris depuis les Grands Voisins. Et puis les soirs, on avait des moments de formation, de débriefing sur les négociations en cours en fait au Bourget officiel. Et donc c'est vrai qu'on voit bien, on voyait bien comment dire la mixité des besoins. En fait, on pourrait le dire comme ça. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on s'est mis à chercher un tiers-lieu et à vouloir en créer un. Et donc dans le Grand Est, à Nancy, c'est là qu'on avait notre siège interrégional, donc le plus grand nombre de salariés en fait concrètement. Et c'est là aussi où on était présent depuis le plus longtemps. Donc voilà, c'est pour ça c'était notre premier tiers-lieu en fait à Nancy. Mais dans le Grand Est, donc voilà, c'est le seul tiers-lieu qu'on anime nous-mêmes. Mais il y a d'autres lieux dans lesquels nos antennes sont situées dans des tiers-lieux. C'est le cas par exemple à Mulhouse. C'était le cas à Auxerre également. Voilà, ça change selon les dynamiques de ces lieux qui sont un peu évolutives. Et vous avez aussi un coin, un espace Fab Lab. Ouais, donc la piscine, ici, donc c'est le tiers-lieu à Maxéville. Donc en fait, c'est une ancienne salle de sport. Et du coup, ça correspondait bien, en fait, à nos besoins, parce qu'on a donc cet espace Fab Lab, comme tu le dis, donc dans lequel on a des machines à la fois qu'on a récupérées, en fait, par des entreprises, soit qui fermaient ou qui renouvelaient leur parc matériel. Donc ça, c'était une super bonne surprise à la création du tiers-lieu, c'est que il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à soutenir les associations avec lesquelles on ne travaillait pas avant. Et donc ce lieu, en fait, initialement, on l'a plutôt construit pour les enfants, pour faire de l'éducation numérique comme on fait depuis le début des années 2000. Et ça a pris, par exemple, une autre tournure au moment du premier confinement, puisque c'est ici qu'on a produit, alors non pas des masques, mais par contre des visières de protection. Et c'est ici, en fait, aussi qu'on a récupéré du matériel qui était donné par des entreprises, encore une fois, pour là des citoyens donc qui étaient confinés, mais qui voulaient produire des masques, alors c'est plus des respirateurs, mais ils ont produit une pièce pour les hôpitaux avec les imprimantes 3D. Donc
en fait, on stockait et on distribuait le matériel pour plutôt des individus, quoi. Voilà. Et tu disais donc le rapport avec les entreprises consistait ici à avoir un don de matériel notamment, mais est-ce qu'il y a des collaborations au-delà du don de matériel entre le réseau des petits débrouillards et plus spécifiquement le tiers-lieu de la piscine et les acteurs économiques de la région? Comment vous travaillez ensemble? Alors, déjà, donc, la piscine, c'est aussi un lieu dans lequel on organise pas mal de débats, de formations. Donc, déjà, on invite souvent ces acteurs économiques à venir intervenir dans nos débats, puisque pour nous, cette expertise, elle participe aussi d'une construction collective des savoirs. Donc, on les invite. Et en fait, ils se sont aussi saisis du lieu pour venir faire des formations. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément identifié. On pensait que les associations avaient vraiment besoin... étaient en manque de lieux dans l'agglomération. Mais en fait, finalement, je pense pas que les entreprises étaient en manque de lieux, c'est juste qu'ici, quand celles en tout cas qui sont venues faire des formations, elles viennent chercher autre chose, peut-être une autre manière de travailler. Mais bon, il faudrait leur demander pour en être sûr. Et alors, je voudrais revenir sur la soutenance que tu as remise en 2020. L'intitulé, en tout cas le thème, c'était travailler avec le tiers secteur. Donc tiers secteur, c'est le secteur des tiers-lieux. Le fait que tu emploies cette expression de tiers secteur, c'est pas un hasard, c'est qu'on parle d'une filière qui émerge finalement. Alors c'est pas forcément le secteur des tiers-lieux. Donc moi j'ai fait une thèse donc en sociologie qui a porté en fait sur la manière dont les acteurs scientifiques travaillent avec. Donc moi, ce que j'ai proposé d'appeler le tiers-secteur. Eux, ce qu'ils appellent souvent la société civile. Mais dans la société civile, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils vont à la fois parler d'associations, de syndicats de travailleurs ou de collectifs citoyens qui sont un peu plus informels, voire de citoyens qui prennent la parole, dont on pourrait dire qu'ils sont non organisés, mais bon... Ils sont organisés, mais voilà, en tout cas, ils sont un peu plus individuels. Et en fait, moi, ce qu'on a voulu, parce que bon, c'est une recherche, donc c'est toujours un peu collectif, ce qu'on a voulu mettre en évidence, en fait, en proposant de conceptualiser un petit peu cette notion du tiers secteur, c'est que c'est un secteur à part entière, en fait, et que c'est pas juste une société civile dont on ne sait pas vraiment qui sont les acteurs, qui n'aurait pas vraiment d'intérêt, qui n'a pas forcément de méthode de travail non plus, ni d'historicité, parce que souvent c'est un peu le souci, en fait, à chaque fois qu'on a une démarche avec la société civile, on a l'impression que c'est quelque chose de révolutionnaire, de nouveau, alors que moi, ce que je montre par exemple sur les études de cas que j'ai documenté, c'est qu'en fait ce sont des collaborations qui datent parfois d'une trentaine d'années, et même les acteurs en fait ont oublié que ça faisait une trentaine d'années qu'ils sont allés discuter avec un collectif citoyen qui était préoccupé par une pollution locale, parce que ça n'a pas été vraiment documenté, ça n'a pas été vraiment mis en valeur et ça n'a pas été vraiment suivi depuis. Donc il y a vraiment cette idée à la fois de montrer l'historicité, mais aussi de montrer justement les méthodes d'action, et puis de montrer qu'il y a des organisations, et puis il y a aussi des enjeux, il y a aussi un agenda, il y a aussi des intérêts, et ce sont néanmoins des enjeux, des intérêts, des agendas des acteurs qui sont distincts du secteur. Donc le premier secteur, c'est le secteur public, donc les agendas politiques ou administratifs. Le second secteur, c'est le secteur économique. Donc donc ce sont des agendas qui sont distincts, mais malgré tout, ce sont des agendas propres. Donc si on considère que le tiers-lieu, c'est le lieu qui permet de matérialiser le tiers-secteur. On peut le dire correct, comme ça. Oui, vraiment, moi je trouve que le tiers-lieu, ça donne vraiment... peut-être qu'on y fait... Enfin, on a l'impression qu'on y fait des choses nouvelles, mais moi je suis peut-être pas convaincue. Je pense que si on regarde les MJC il y a une trentaine d'années, c'était sans doute un petit peu de cet acabit-là également. Il y avait de la formation, de la programmation culturelle, des choses qui se passent dans les couloirs, donc je pense pas que ce soit nouveau ce qui se passe dans les tiers-lieux. Par contre, c'est vrai que ça donne une autre visibilité, et ça donne aussi une mixité. Oui, ça c'est assez important, je pense, et aujourd'hui ça n'existe pas dans beaucoup d'espaces dans les villes, ou dans les zones rurales d'ailleurs, parce qu'il y a des tiers-lieux ruraux, mais ces endroits dans lesquels ici à la piscine vous pouvez avoir là ça va être la rentrée étudiante à Nancy, il y a une grosse population étudiante, donc ils vont revenir bientôt, donc vous pouvez avoir des étudiants qui viennent je sais pas, juste profiter de la Wi-Fi ou de la piscine, même l'été. Vous pouvez avoir des familles du quartier qui viennent regarder une exposition et après profiter du jardin. Vous pouvez avoir justement, je sais pas,
là, GRDF qui vient faire une formation pour ses cadres. Mhm. On peut avoir les petits débrouillards qui font une formation pour leurs animateurs. Voilà, une mixité de gens qui se croiseraient pas ailleurs, quoi. En tout cas. D'accord. Merci ça. beaucoup, Lucille, pour nous avoir présenté le réseau des petits débrouillards Grand Est et la piscine. On va poursuivre juste maintenant avec Jérôme. Jérôme Tricomi, qui est bénévole chez vous, mais qui est aussi animateur dans la région Grand Est du réseau des tiers-lieux pour l'association et le collectif France Tiers-lieux, et qui va nous parler notamment du rapport qui vient d'être remis ce matin pour contribuer auprès du gouvernement à une meilleure grille de lecture sur tout ce potentiel du tiers secteur. Merci à toi. Je vous souhaite un bon séjour à la piscine. Merci.